Bonjour. Alors, toujours dans la suite de ce chapitre 4 sur l'induction magnétique. Alors, l'induction magnétique est un phénomène qui peut être résumé par la loi de Faraday, qui dit que la variation du flux flux B du champ magnétique à travers la surface d'un circuit fait apparaître dans ce circuit une force électromotrice, dont la formule est donnée par moins la variation du flux par rapport au temps. C'est le flux du champ magnétique. Donc, au début, on a par exemple un circuit qui peut être un spire ou plusieurs spires ou une bobine. Bon, c'est un circuit qui ne contient aucun générateur. C'est juste un circuit fermé comme ça. Et puis, il y a un champ magnétique. Il doit y avoir un champ magnétique. B, par exemple. Alors, ce champ magnétique, à travers le circuit, il crée un flux phi B, intégrale de B ds. Alors, pour simplifier, on peut prendre par exemple B uniforme. Et dans le cas uniforme, c'est tout simplement B scalaire S. Alors pourquoi je fais ceci? C'est juste pour distinguer les trois cas qu'on a vus. Donc il faut que, pour avoir E est égal à moins dφ sur dt, pour avoir une force électromotrice, il faut que le flux varie. Donc phi non nul, il faut que le flux soit variable. On a vu trois cas. Le premier cas, on a vu que c'est B qui est variable. Et ça, c'est le cas où on avait un aimant qu'on rapprochait du circuit et apparition d'un courant qu'on a mesuré à l'aide d'un galvanomètre. Deuxième cas, c'est la surface qui varie. Et là, c'était tout simplement l'exemple du cadre mobile. Je rappelle, le cadre qu'on traînait avec une vitesse V et qui passe à travers une région où règne un champ magnétique perpendiculaire à la feuille. Et on voit que la surface qui est couverte par le champ, à travers le circuit, il est variable. Alors quand il est variable, c'est tout simplement le flux qui va varier et donc va créer une force électromotrice. Donc S variable. Le troisième cas, c'est que ni B ni S ne varient pas, mais c'est juste l'angle entre les deux qui varie. C'est l'angle entre les deux. Et là, on a vu le cas où on avait une spire qu'on faisait tourner, donc on apportait de l'énergie, donc il faut la faire tourner. Quand on tournait, donc là, et sa direction donc de la surface, la direction de la surface par rapport au champ uniforme ici, il varie. Donc il y a un angle qui varie. C'est juste l'angle qui varie. Donc θ variable, la direction de S relativement à B. C'est celle qui varie. Donc il y a deux façons de le faire. Ou bien faire tourner faire tourner le circuit, ou bien faire tourner l'aimant carrément. C'est-à-dire, je peux avoir une variante qu'on n'a pas vue bien sûr, mais c'est juste un cas qui ressemble à celui-là, le dernier cas, troisième. C'est que, par exemple, si vous avez une bobine ici, et à l'intérieur de la bobine, vous avez un aimant, et cet aimant, il tourne. Il peut tourner comme ça, autour d'un axe, à l'intérieur. Et donc, sa direction, la direction du B par rapport à la surface, il va varier, et donc ça va créer une induction. Alors, ce cas-là, c'est exactement le cas qu'on rencontre dans le dynamo du vélo, par exemple, juste pour rappeler un peu les applications. Et c'est le cas aussi qui existe dans la production du courant dans les barrages. Ça, je dois l'écrire dans le propre. Ça, je dois l'écrire dans le propre. Donc, je vais juste faire autre, ou tout simplement cas où B change de direction. AS. Je dis bien que bon, on a un enroulement de. C'est un circuit qui contient aucun générateur. Mais à l'intérieur, il y a par exemple un aimant, un ensemble d'aimants, et un ensemble d'aimants. Donc je représente ici tout simplement la face, si vous voulez, la face nord et la face sud de cet aimant-là. Et vous avez
un axe de rotation ici. Donc il faut le faire tourner. On fait tourner cet aimant-là. Donc, l'angle entre B et S, ils vont changer continuellement, ce qui va créer un courant induit ici. Et donc, en général, dans tous ces cas-là, il y a une énergie mécanique qu'on doit produire. Il doit y avoir un moteur qui fait tourner ça. Et puis, cette énergie mécanique, elle est transformée en énergie électrique. Donc, je vais écrire ici, énergie mécanique en énergie électrique. Dans tous les cas, bien sûr, même ici, l'énergie électrique qui va être produite ici, elle va venir tout simplement de l'énergie mécanique que j'ai produite en faisant déplacer ce cadre par une vitesse V. Donc, il me faut de l'énergie mécanique pour le déplacer. Cette énergie mécanique, elle va être convertie en énergie électrique. La même chose ici, dans le premier cas, où il y avait un aimant qu'on rapprochait. Donc, il y a énergie mécanique pour faire mouvement qui va se transformer en énergie électrique. Et, en fin de compte, le cas du barrage aussi. Oui. Alors, ces deux cas, donc là où le B change de direction, ce sont ce qu'on a déjà noté. Le cas du dynamo, du vélo et le cas du barrage. C'est-à-dire production d'électricité, production de courant alternatif. Voilà. Bien sûr, quelle est l'origine de cette énergie mécanique dans le cas du barrage? Dans le cas du barrage, en fait, cette énergie mécanique, elle vient tout simplement dans le barrage. Il faut noter, donc je vais faire un brouillon là. Dans le barrage, il faut noter que dans le barrage, on a une réserve d'eau, oui, ici, qui monte jusqu'à un niveau. Et puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait glisser cette eau-là. Donc, on permet à l'eau de glisser sur une pente. Et là, il arrive à ce qu'on appelle une turbine. Une turbine, c'est juste un dispositif mécanique qui tourne lorsque de l'eau passe à travers. Donc, il va faire tourner, comme un ventilateur, mais c'est une turbine mécanique. Il va tourner, et donc il va tourner cet axe-là. Il va tourner cet axe. Donc, il tourne par l'énergie. En fait, c'est l'énergie potentielle qui va être transformée en énergie cinétique ici, encore une fois. Donc, c'est juste des conservations d'énergie. Voilà. Donc, j'ai rappelé les principales idées qu'on avait débattues l'autre fois, donc à propos de l'induction en général. Maintenant, on va traiter une autre section. Je vais appeler une section peut-être 5. Oui, 5. C'est ce qu'on appelle l'auto-induction. Qu'est-ce que ça veut dire l'auto-induction? Alors, pour l'auto-induction, c'est juste un cas particulier d'induction. Je vais rappeler le schéma général de l'induction. Si j'ai un champ magnétique B, il faut que j'ai un champ magnétique B. Oui, et ce champ magnétique B va créer un flux variable qui va créer une force électromotrice. Donc, j'écris force électromotrice E égale moins dφ sur dt. C'est ça l'induction en général. C'est ça l'induction. Mais jusqu'à maintenant, ça ne nous intéresse pas d'où vient ce B. Ça peut devenir d'un aimant, par exemple. Donc, je vais le noter ici, donc les cas qu'on a ici. Ça peut être un aimant. Ça peut être, c'est le cas qu'on va voir, le circuit lui-même. Donc, on va voir ce cas-là. Ça peut être donc, un courant qui vient du circuit lui-même, c'est-à-dire c'est le courant qui crée un champ magnétique. Ça peut être un courant qui vient d'un autre circuit. Ça peut être n'importe quoi, toutes les sources possibles du champ magnétique. Toutes les sources possibles du champ magnétique. Maintenant, on va se concentrer sur ce cas-là. Voilà ce qu'on va se poser.
Alors, je vais d'abord, pour bien organiser, je vais faire ça comme étant un petit a. Je vais l'appeler le flux. C'est le flux créé par un circuit lui-même. Et je vais me concentrer sur ça, sur ça. Et donc, je vais l'appeler flux propre. Flux, pardon. C'est un flux propre. Bon, le flux propre, c'est quoi le flux propre? Je vais donner un exemple pour que ça soit un peu clair. Donc, on considère une spire traversée par un courant I, variable. On va supposer que c'est un courant variable. Donc, j'ai une spire, comme ça, où il y a un courant. Je vais le mettre là. Normalement, cette spire, donc ce courant, qu'est-ce qu'il va faire si j'ai un courant ici? Donc, ça va créer un champ magnétique, c'est normal. Donc, un courant variable qui crée un champ magnétique dans le voisinage de la spire. Donc, si j'ai un champ électrique et un courant électrique ici, ça va créer un champ magnétique. En général, c'est le champ d'un dipôle. Ça, c'est un dipôle magnétique. Okay? Donc, c'est simplement comme ça. Sur l'axe, c'est comme ça. Et au voisinage de l'axe, donc quand on se décale un peu de l'axe, ça commence à se fléchir un peu. Oui. Voilà. Voilà. Voilà, les lignes de champ. Donc, ce champ magnétique B, dont les lignes de champ sont montrées comme ça, et ça c'est les lignes de champ pour un champ magnétique B, on a un point déterminé, je peux calculer le champ qui est tangent aux lignes de champ. Là, ce champ magnétique B, quand il passe à travers cette surface, donc il crée un champ magnétique dans le voisinage, les lignes de champ traversent la surface du circuit. Et voilà, on se pose la question suivante. Est-ce qu'on n'a pas la même situation d'induction? Oui, c'est un champ magnétique B dû à un courant qui est variable. Oui, dû à un courant qui est variable. Donc, le flux, son flux à travers cette spire, il va être aussi variable. Et donc, ça va créer aussi une force électromotrice. Seulement, maintenant, le champ B, il est créé par le circuit lui-même. Ce n'est pas un champ qui vient de l'extérieur, créé par un aimant ou bien un autre circuit. C'est un champ qui est créé par le circuit lui-même. C'est pour ça qu'on l'appelle un flux propre. Donc, les lignes de champ traversent la surface du circuit. On parle de ce qu'on appelle flux propre. C'est un terme très intéressant dans ce contexte. En fait, il est créé par, qui est créé, donc je vais indiquer ça, créé par le créé dans la spire, créé par son propre champ, tout simplement, son propre champ magnétique. Voilà. Donc, c'est juste un cas particulier de l'induction. Tout simplement, j'ai deux choses. J'ai que la différence avec, par exemple, ici, l'induction ici, c'est qu'il n'y avait pas un courant au départ ici. C'est l'élément, c'est la variation du champ qui a créé l'élément dans ce phénomène d'induction qu'on a ici, qui a créé le courant.
ici. Il n'y avait pas de courant là. Là, au départ, il y a un courant qui va créer un champ B. Et donc, le champ B va influencer encore sur le circuit. Et comme si c'est le circuit qui influence sur lui-même en créant un B avec un flux variable. Donc ça, on l'appelle le phénomène d'auto-induction. Phénomène d'auto-induction. Donc c'est un mot, donc encore une fois important, je le souligne. Voilà. Alors le flux propre qui est créé, alors je vais l'appeler flux propre. En général, ça va être l'intégrale de B ds, donc il est dû à B, et le B, il est dû au courant. Donc je vais mettre le courant qui va créer un B, et puis le B qui va donner un flux propre. Mais en général, le flux propre est proportionnel au courant. Ça, on va le prouver dans des cas particuliers. Maintenant, on dit en général, le flux qui traverse cette spire-là, il est proportionnel au courant I. Si vous doublez le courant, vous aurez un flux qui est double. Si vous triplez le courant, vous aurez un flux qui est triple. Donc, phi P est égal à une constante multipliée par le courant. Cette constante, on va l'appeler L. Ça, c'est un résultat très important. Il est cadré. Et ce L-là, il caractérise le circuit. Est une constante qui caractérise le circuit. Une propriété du circuit. L est une constante, entre parenthèses, propriété qui caractérise le circuit. Ça veut dire qu'il n'est pas la même pour tous les circuits. Pour une spire, vous aurez un L déterminé. Pour une bobine, vous aurez une autre, etc. Et pour un autre dispositif, vous aurez une autre valeur de L. Donc, il dépend de la forme du circuit. Maintenant, comment on appelle ce L-là? L est appelé l'inductance propre du circuit. L'inductance propre. Donc, c'est un phénomène d'auto-induction. Il y a un flux propre qui varie. Et le phénomène est appelé auto-induction. Et la valeur de L s'appelle l'inductance propre. Toujours, on est dans le cas général. Alors, son unité est ce qu'on appelle le Henry. Donc, l'unité de L est égale à Henry. Toujours le souligner les mots-clés dont il faut se rappeler. Bon, en remarque générale, je vais dire la chose suivante. Remarque. Ce L-là, il se trouve que ce L-là, il est toujours une constante positive. L est toujours positive. L est toujours positive. Très bien. Ça, c'est un propos général. Maintenant, on va essayer de voir un cas particulier pour bien sentir ce que ça veut dire tous ces mots-là. Pour le moment, c'est général, même si on a pris le cas du spire, mais on n'a pas vraiment traité le problème. Il faut calculer le L pour un circuit bien déterminé. Donc, on va prendre, on était en petit a, donc maintenant c'est petit b, calcul d'inductance propre pour un cas particulier, pour une bobine. Dans le cas de la bobine, là. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe pour une bobine? Donc, on va considérer soit une bobine infinie, on va considérer tout simplement très longue, donc supposé infinie, de longueur
L, par exemple, petit L. Oui. Voilà, j'ai failli faire grand L parce que je voulais calculer un grand L. Donc, pour ne pas confondre, je mets petit L. Mais en fait, c'est très grand, ce petit L-là. Et de section S, il y a une surface bien déterminée. Donc, ça, c'est les caractéristiques géométriques de la bobine. Donc, voilà ma bobine. C'est bon, donc ça, c'est ma bobine. Je vais essayer de... Voilà. Je sais pas. Voilà. En fait, les spires sont jointives. Tout simplement, j'essaie de les mettre comme ça. Je laisse un peu d'espace entre les spires, juste pour illustrer, mais en fait, ils sont des spires jointives. Voilà, etc., etc. Il est de longueur petit l. Et il est de section, si je prends la section ici, oui, de section S. Elle est traversée. D'abord, il faut donner le nombre de spires ici, de section S, ayant N spires est traversée par un courant I, disons variable, encore une fois. Voilà, donc là c'est N spire. Maintenant, si je prends l'effet de ce courant-là, que je vais noter tout simplement dans une direction bien déterminée, il faut que je mette ça compatible avec la direction. Ça, c'est une direction que je mets Z. Et ça va être comme ça. Oui, que ce soit compatible avec Z. Oui. Donc, ce courant crée un champ B. On connaît le champ créé par un solenoïde ou une bobine très longue, qu'on appelle solenoïde aussi. Alors, c'est tout simplement mu0, petit n, fois I, avec n, c'est tout simplement le nombre de spires par unité de longueur. Donc, il y a deux formules là. Bien sûr, c'est selon EZ. EZ. Voilà notre... Donc ça, il faut l'apprendre par cœur. À chaque fois, on va l'utiliser. Je vais tout simplement le encadrer ici. Ça, c'est pour une spire et une bobine. C'est un champ uniforme. Il est constant. Il ne dépend que de I, bien sûr. Il est constant dans l'espace et pas dans le temps. Vous pouvez me dire que I est variable. Mais dans l'espace, c'est le même. Dans l'espace intérieur. À l'extérieur, c'est 0. Donc ça, c'est à l'intérieur. B est égal à 0 à l'extérieur. Donc ça, c'est uniforme. Donc à l'intérieur, B uniforme à l'intérieur. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va toujours suivre ce qu'on disait ici. C'est que j'ai un courant I et créé un B. Et maintenant, je l'ai calculé. Voyez, je vais suivre la procédure. Il faut calculer le flux propre de B. Alors, le flux propre de B à travers le circuit, c'est un circuit bobiné, à travers le circuit, c'est quoi? C'est phi propre égale. D'abord, il y a une chose. C'est un flux qui traverse plusieurs spires. Il traverse la surface de cette spire-là, puis la surface de cette spire, puis la spire. Donc, ça, c'est tout simplement n fois le flux propre à travers une seule spire que je vais appeler phi pi 1. Donc, ça, je vais l'appeler flux propre. Donc, flux propre total. Ça, c'est le flux propre à travers une spire. Voilà. Donc, je vais décomposer ça. Donc, phi, c'est n fois phi p 1. Je vais l'appeler phi p1, une spire.
Alors le flux P1, maintenant je peux le calculer, c'est quoi? C'est à travers une seule spire. Donc vous avez une spire comme ça, sa surface S, elle est parallèle à EZ, égale S, EZ. Elle est traversée par un champ qui est uniforme partout, uniforme, B, qui est égal à cette valeur-là, à mu0, N sur L, I, selon EZ. Pardon, là j'ai oublié le I. Voilà. Et donc c'est tout simplement B, S, qui est égal à B, donc c'est là c'est selon EZ, je fais le calcul, donc c'est BS qui est égal à mu0, N, et puis I, c'est une serre L, I fois S. Voilà. Donc ça c'est le flux propre. Bien. Maintenant je vais faire le calcul de flux propre total à partir de ça. Donc flux propre total c'est N fois ceci. Donc c'est tout simplement mu0, N carré sur L, S, pardon, fois I. Voilà. Donc j'ai trouvé effectivement que ce qu'on avait dit, que le flux propre il est proportionnel à I. Donc, entre parenthèses, proportionnel à I. Donc je l'ai bien trouvé. Et la constante de proportionnalité, ça va être notre L. Or, on a dit que P est égal à L fois I, implique que notre L, c'est tout simplement mu0, N carré sur L fois S. Voilà notre inductance propre. Donc, inductance, donc L, on l'appelle l'inductance propre. Parfois, on l'appelle, donc je vais donner tous les mots, parfois on l'appelle auto-inductance. Parfois, on met le mot anglais self-inductance. Self veut dire elle-même, donc auto-inductance. Donc voilà comment on calcule l'auto-induction. Donc il faut d'abord calculer l'auto-inductance qui est L, et tout le phénomène on l'appelle auto-inductance. Et bien sûr, si on veut continuer, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire? Alors si on veut continuer, on va dire, voilà le flux, donc le phénomène d'induction, je rappelle que si j'ai un flux variable, maintenant il faut continuer et dire que ça crée une force électromotrice qui est égale à ça. C'est ce qu'on va faire. Hein? Maintenant, le flux propre, d'après j'ai un B créé à partir de I, qui crée un flux propre. Et maintenant, je veux la force électromotrice, je réécris ceci, E est égal à moins dφ sur dt. Et ce sera la force électromotrice propre aussi. Parce qu'il n'y a pas de facteur externe, c'est juste son propre courant qui crée ça. Donc, E est égal à moins d sur dt de Li. Ce qui implique que E est égal à moins L di sur dt. Donc, pour une bobine, voilà la force électromotrice à apprendre par cœur. Ça, c'est pour une bobine ou un solénoïde. Une bobine longue ou un solénoïde. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est essayer de dire que, pour simplifier un petit peu la notation, dire si j'ai une bobine, n'importe quelle bobine, comme ça, et elle est parcourue par un courant, comme ça, et je vais faire la notation, parcourue par un courant comme ça, I, variable, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que ça, c'est tout simplement équivalent au circuit d'inductance dont on a parlé. C'est-à-dire, j'ai un courant I, toujours, et j'ai... Alors, je vais comme s'il y a une force électromotrice là, que je vais appeler E. Donc ça, c'est équivalent à ça. Et ce E, c'est moins L di sur dt.
Bien. Alors encore, parce que j'ai un signe moins ici, je peux laisser ça comme ça, travailler dans un circuit. Si j'ai toujours, comme vous savez, les bobines ils sont fait partie de plusieurs circuits électriques que vous allez traiter. On va le traiter aussi dans le chapitre qui va venir. Une fois que je vais à une bobine, je la remplace tout simplement par ça. Je peux la remplacer par ceci. Ou dire ça c'est équivalent à une chose. C'est équivalent à dire que ça, et je vais mettre un symbole pour la bobine, petit symbole pour la bobine, et je renverse ceci. Parce que ça, c'est dans ce sens. Le E, c'est dans ce sens. Je peux prendre une différence de potentiel qui est dans l'autre sens, tout simplement pour ne pas avoir ce signe moins. Alors, je peux faire comme ça. Et je fais, ça s'appelle UL égale à L DI sur DT. Pourquoi je fais ceci? Vous allez savoir pourquoi. Tout simplement parce que c'est tout simplement, ça me fait parallélisme avec une résistance. Si vous vous rappelez, pour une résistance R, j'ai un UR, mais le UR, si j'ai dans le sens de I comme ça, j'ai un UR, c'est tout simplement RI. Donc, ça, vous vous rappelez, dans les circuits, on faisait ça pour une résistance. Et là, pour une bobine, on peut la remplacer comme ça, par ceci. Et ça vient bien sûr de l'induction. Donc, j'ai le choix en fait entre deux notations. Mais on va adopter celle-là dans les circuits. On va adopter celle-là pour ne pas mettre le moins. Mais le moins, il est là du moment où on met le sens dans le sens du courant, le sens de E dans le sens du courant. Alors, ces deux notations, ils ont bien un nom très commun. Ça, on l'appelle la convention. Ça s'appelle convention générateur. Comme si c'est un petit générateur. Ça, on l'a déjà dit. Et celle-là, puisqu'on l'a fait parallélisme avec résistance, on l'appelle convention. Alors, j'ai une convention récepteur. Comme s'il reçoit, comme la résistance. Donc, convention récepteur, on fait dans le sens inverse du courant, et convention générateur, on fait dans le sens là. Mais c'est bien équivalent. Bon, les deux, ils sont valables. Donc, rappelez-vous, maintenant, dans les circuits, électriques, on adopte plutôt la convention récepteur. Donc voilà pour la bobine. Comment on fait pour la bobine? C'est un exemple d'auto-induction.